Ce qui perdure lorsque la monnaie s'effondre. Allons droit au but. Chaque empire jure que sa monnaie est la plus sûre. Chaque gouvernement proclame que ses engagements sont éternels, et à chaque fois, l'histoire les contredit. De Rome à la France, des États confédérés au Liban contemporain, les populations ont brutalement découvert que leurs économies étaient réduites à néant, leurs salaires sans valeur et leur avenir confisqué par des systèmes qu'ils pensaient infaillibles. L'effondrement n'est pas l'exception, l'effondrement est la norme. La question cruciale n'est pas de savoir si les systèmes financiers s'effondrent, mais comment s'en préserver quand cela se produit. Avant de continuer, dis-moi à quelle heure tu regardes cette vidéo dans les commentaires et abonne-toi. L'illusion de la permanence est l'erreur financière la plus périlleuse. Nous regardons nos comptes en banque, nos devises nationales, et nous les voyons comme un socle. Mais la monnaie n'est pas le socle, elle n'est que la confiance, et la confiance peut s'évanouir en une nuit. C'est ce qui rend l'histoire si impitoyable et si précieuse. Chaque débâcle laisse dans son sillage un héritage d'enseignements, de schémas récurrents et de mises en garde sur ce qui préserve véritablement la richesse et ce qui se réduit en poussière. Et si l'on observe attentivement, on comprend que les survivants de ces désastres n'étaient pas ceux qui affichaient la plus grande confiance. C'étaient ceux qui ont douté les premiers. Prenons l'Empire byzantin, souvent perçu comme la partie orientale de Rome qui a perduré 1000 ans après la chute de l'Empire d'Occident. L'épicentre de son économie était le solidus d'or, une pièce si incontestable que les marchands d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie l'acceptaient sans sourciller. Pendant des siècles, elle fut la chose la plus proche d'une monnaie de réserve mondiale au Moyen-Âge. Mais voici un détail que nos fidèles auditeurs reconnaîtront. On pourrait croire qu'ils avaient retenu la leçon du fiasco romain du denier d'argent lorsque les empereurs l'ont déprécié jusqu'à n'être plus que de l'étain plaqué argent. Nous avons déjà raconté cette histoire. Et pourtant, des siècles plus tard, les Byzantins ont répété la même erreur avec l'or. Ils ont commencé à en altérer la pureté, à le diluer et à y mêler des métaux de moindre valeur. Au début, personne ne s'en est rendu compte. Puis de la confiance a vacillé. La pièce qui avait été le pivot du commerce méditerranéen n'est plus été qu'une fiction politique. La dépréciation a anéanti sa crédibilité et avec elle, l'économie byzantine a perdu la stabilité qui était jadis la sienne. Qu'est-ce qui a survécu ? Ni les promesses sur papier, ni les décrets gouvernementaux. Les marchands qui avaient discrètement thésaurisé de l'or pur ou acquis des terres hors de la portée de l'Empire ont préservé leur patrimoine, tandis que tous les autres voyaient leur monnaie se dissiper. C'est la première leçon immuable. Les gouvernements ne peuvent résister à la tentation de dégrader leur monnaie. Et lorsqu'ils le font, la valeur réelle migre vers des actifs qu'ils ne peuvent pas falsifier. Cependant, tous les effondrements ne sont pas le fruit de manipulations monétaires par les puissants. Parfois, ils résultent de chocs imprévisibles. Au milieu du XIVe siècle, l'Europe fut frappée par la pandémie la plus dévastatrice de son histoire, la peste noire. Entre 1347 et 1351, près de la moitié de la population européenne périt. Les villes se dépeuplèrent, les villages furent rayés de la carte, les routes commerciales s'interrompirent. Pourtant, la chronique économique de la peste est plus nuancée qu'une simple catastrophe, car lorsque la moitié de la main-d'œuvre disparaît, celle qui reste acquiert une valeur inédite. Les survivants purent exiger des salaires plus élevés. La nourriture et la terre, autrefois rares, devinrent relativement abondantes par rapport au nombre de personnes. Les familles disposant de liquidités, qu'il s'agisse de numéraire, de biens ou simplement de la capacité de travailler, se retrouvèrent soudain avec un pouvoir de négociation inimaginable. Des terres qui valaient autrefois une fortune purent être acquises pour une bouchée de pain. Des maisons étaient laissées à l'abandon, des champs en friche, et les survivants se trouvaient face à un marché de vendeurs. Si cela vous semble familier, c'est normal. Durant la pandémie de Covid, nous en avons vécu une version moderne. Des chaînes d'approvisionnement paralysées,
Des gouvernements imprimant des milliers de milliards pour éviter l'arrêt de la machine et une poussée des inégalités. Ceux qui avaient des réserves de cash ont acheté des actifs, tandis que ceux qui vivaient au jour le jour perdaient du terrain. Aux États-Unis, les prix de l'immobilier ont flambé. Les marchés boursiers se sont rétablis presque instantanément, tandis que des millions de citoyens ordinaires luttaient pour payer leur loyer. Le principe est limpide. Les pandémies redistribuent les richesses. Elles l'ont toujours fait. Les survivants de la peste noire ont tiré parti des pénuries pour ascensionner sociale. Les survivants de la Covid disposant de liquidités se sont emparés de biens immobiliers, d'actions et d'entreprises que d'autres ne pouvaient plus conserver. La leçon n'est pas réconfortante, mais elle est véridique. Les crises récompensent ceux qui disposent de réserves et punissent ceux qui n'en ont pas. Et si les pandémies nous révèlent la rapidité avec laquelle les chocs bouleversent une économie, l'effondrement du système bancaire dans la Florence de la Renaissance nous enseigne une chose, un tout aussi essentielle. Les institutions qui semblent trop grandes pour tomber peuvent s'écrouler comme des dominos. Dans les années 1340, Florence était la capitale financière de l'Europe, abritant d'immenses familles de banquiers comme les Bardi et les Peruzzi. Ces grandes maisons bancaires avaient consenti des prêts colossaux aux souverains, en particulier à Édouard III d'Angleterre, qui fit défaut sur des dettes considérables durant ses conflits avec la France. Lorsqu'Édouard cessa ses remboursements, les banques s'effondrèrent. Les déposants furent anéantis, le commerce se paralysa, Florence, naguère prospère et influente, fut précipitée dans le chaos. Le simple citoyen qui avait placé sa confiance dans les puissantes dynasties bancaires de la cité apprit que la taille n'équivalait pas à la sécurité et que la réputation n'offrait aucune protection. Que retiennent-ils de cette épreuve? Que l'idée d'une institution trop grande pour faire faillite est un mensonge aussi ancien que la finance. Les institutions existent pour générer des profits, non pour assurer votre survie. Lorsqu'elles s'écroulent, elles entraîneront vos économies dans leur chute. Cette leçon se répète à chaque siècle, du krach florentin à la faillite de Lehman Brothers en 2008, jusqu'au gel des avoirs par les banques libanaises en 2019. La survie est l'apanage de ceux qui comprennent que les promesses d'une institution ne valent que jusqu'au jour où elles deviennent caduques. La guerre de sécession est entrée dans l'histoire pour ses batailles, ses enjeux politiques et l'abolition de l'esclavage. Mais derrière la fumée de la poudre et les discours se déroulait une guerre financière impitoyable que la majorité des Américains d'aujourd'hui peinent à concevoir. L'Union, comme la Confédération, découvrirent qu'un conflit d'une telle envergure exigeait de faire tourner la planche à billets. Au nord, le gouvernement émit les greenbacks, une monnaie de papier garantie non pas par l'or, mais par la seule promesse des États-Unis. Dans un premier temps, l'initiative parut audacieuse et patriotique. Mais plus les greenbacks inondaient l'économie, moins leur pouvoir d'achat était important. L'inflation en rognait la valeur et la confiance commençait à fléchir. Au sud, la situation était encore plus critique. La Confédération, désespérément à court de ressources, imprima des greybacks en quantité astronomique. Vers la fin de la guerre, l'inflation sudiste avait atteint des niveaux quasi inimaginables. Les prix avaient explosé de plusieurs milliers de pourcents. Les salaires ne permettaient plus d'acquérir presque rien. La solde des soldats était dépréciée avant même qu'il n'ait la possibilité de la dépenser. Des familles transportaient des sacs entiers de billets qui suffisaient à peine à l'achat d'un simple pain. En 1865, la monnaie confédérée n'était pas seulement affaiblie, elle était moribonde. Ce qui importa dans cet effondrement, ce ne furent pas les promesses sur papier, mais les biens matériels. La terre, la nourriture, l'or, tout ce qui était concret, conserva sa valeur, tandis que la monnaie devenait une cruelle illusion. Pour les sudistes ordinaires, ce fut un cataclysme. L'épargne de toute une vie s'évapora. Pour les opportunistes ayant accès à des actifs tangibles, la guerre fut l'occasion d'acquérir des propriétés et des richesses pour une bouchée de pain.
C'est une leçon rarement évoquée aux États-Unis, mais qu'ils ne devraient jamais oublier. Leur propre nation a déjà connu un effondrement monétaire. Et quand il survint, la protection ne résida pas dans la confiance accordée au papier-monnaie, mais dans la détention de valeurs que le système ne pouvait anéantir par l'inflation. La France, elle aussi, constitue un exemple brutal de la façon dont les révolutions peuvent anéantir la monnaie plus rapidement qu'une guerre. Dans les années 1790, tandis que les révolutionnaires renversaient la monarchie et confisquaient les terres de l'Église, ils émirent une nouvelle monnaie papier, les assignats. Adossés en théorie à la valeur des biens nationaux saisis, ces billets étaient censés stabiliser l'économie. Au contraire, le gouvernement les imprima sans retenue. Chaque nouvelle émission diluait la valeur de la précédente. Les prix s'envolèrent, les salaires ne suivirent pas, et très vite, l'assignat perdit toute valeur. Les paysans refusèrent de vendre leurs denrées contre du papier, exigeant plutôt des biens en nature ou de la monnaie métallique. À Paris, les émeutes de la faim reprirent et la Révolution commença à se dévorer elle-même. Les vainqueurs de cet effondrement ne furent pas ceux qui détenaient du papier patriotique. Ils furent ceux qui possédaient de la nourriture, de l'or ou des biens immobiliers, des choses que le gouvernement ne pouvait pas imprimer. Pour le Parisien lambda, la leçon arriva trop tard. Les promesses, aussi nobles soient-elles, n'ont de valeur que si les autres l'acceptent. Lorsque la confiance est brisée, vos économies ne font pas que rétrécir. Elles s'évanouissent. 2 siècles plus tard, la leçon refait surface en Asie. En 1997, ce qui avait débuté par une attaque spéculative contre le baht thaïlandais se transforma en une crise régionale. La Thaïlande avait massivement emprunté en dollars, confiante dans la solidité de son ancrage monétaire. Mais lorsque celui-ci céda, les dettes libellées en devises devinrent insolvables du jour au lendemain. Les investisseurs prirent la fuite. Les monnaies de toute l'Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, Corée du Sud, s'effondrèrent en cascade. Les économies se contractèrent, le chômage explosa, et les gouvernements durent implorer le Fonds monétaire international de les secourir. La population. Ceux qui souffrirent le plus ne furent pas les fonds spéculatifs internationaux à l'origine de la panique. Ce furent les citoyens ordinaires dont l'épargne fut dévalorisée, dont les mensualités de prêts immobiliers doublèrent, dont les emplois disparurent. Pourtant, le schéma était douloureusement familier. Ceux qui détenaient des dollars ou des actifs à l'étranger s'en tirèrent bien mieux que ceux qui avaient cru en la monnaie locale. Les nations dépendantes de la dette extérieure furent contraintes à l'austérité, tandis que les institutions de Wall Street purent se retirer après avoir acquis à bas prix des actifs asiatiques. Ce qui semblait être un effondrement local fut, en réalité, un transfert de richesses à l'échelle mondiale. La leçon fait écho à tous les effondrements, de Byzance à l'Argentine. S'endetter dans la monnaie d'un autre est un piège fatal. Quand la tempête éclate, ce n'est pas le créancier qui se noie, c'est l'emprunteur. Le constat devrait désormais être clair, qu'il s'agisse de la France révolutionnaire, de l'Amérique en guerre civile, ou de l'Asie moderne, les mêmes thèmes reviennent inlassablement. La monnaie papier s'effondre, la dette enchaîne les nations et les familles, et ceux qui survivent ne sont jamais ceux qui accordent le plus de confiance au système, mais ceux qui en perçoivent la fragilité avant qu'il ne se fissure. Ce qu'il y a de plus troublant avec l'histoire, c'est que ces effondrements ne sont pas de lointains souvenirs. Ils surviennent aujourd'hui. Au Liban, entre 2019 et 2021, les banques ont pris une mesure qui semble encore inimaginable pour la plupart des habitants des pays développés. Elles ont verrouillé leurs accès. Les citoyens ont découvert avec stupeur que leurs dépôts étaient gelés, leurs retraits plafonnés et leur monnaie en chute libre. La livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur. L'épargne de toute une vie s'est transformée en argent de poche. Des files d'attente se sont formées devant les agences, des gens suppliant d'accéder à leur propre argent pour finalement apprendre qu'il avait disparu. Et les victimes ne furent pas seulement les petits épargnants, des familles de la classe moyenne, des retraités, des médecins et des ingénieurs
Tous ceux qui avaient cru au système ont été ruinés. La leçon fut violente et sans appel. Votre argent en banque n'est pas un coffre. C'est un prêt que vous avez consenti à une institution qui peut décider, en période de crise, de ne pas vous le restituer. Ceux qui s'en sont le moins mal sortis sont ceux qui avaient diversifié à l'international, qui possédaient des actifs tangibles comme l'or ou l'immobilier, ou qui avaient conservé des liquidités hors du système bancaire. Tous les autres se sont retrouvés pris au piège. Si cela vous semble lointain, détrompez-vous. En 2008, les Américains ont vu leurs maisons saisies et leurs fonds de retraite amputés, tandis que les banques, à l'origine de la crise, étaient renflouées. En 2020, pendant la pandémie, des milliers de milliards ont été imprimés pour maintenir l'économie à flot, une bouée de sauvetage qui a fait gonfler le prix des actifs pour les riches, tandis que les salaires de Monsieur Tout-le-Monde stagnaient. En 2023, des banques régionales américaines se sont effondrées en quelques heures à peine lorsque les déposants ont perdu confiance, rappelant à tous que la sécurité des établissements trop grands pour faire faillite est une fable à laquelle on aime croire jusqu'au moment où les portes se verrouillent. Alors, comment se prémunir lorsque tout s'écroule? L'histoire démontre qu'il n'existe pas de formule magique. À Byzance, c'était l'or. Après la peste noire, c'était les liquidités pour acquérir des terres à l'abandon. À Florence, c'était la méfiance envers les banques trop grande pour tomber. Dans la Confédération, c'était les biens durables. En France, c'était la nourriture et la pierre. En Asie, c'était éviter de s'endetter dans une devise étrangère. Au Liban, c'était sortir son argent des banques avant qu'elles ne ferment. Les contextes varient, mais le principe demeure inchangé. La survie ne repose pas sur une confiance aveugle dans le papier ou les institutions, mais sur la reconnaissance de ce qui possède une valeur réelle lorsque les illusions se dissipent. Et voici le paradoxe qui doit vous interpeller. L'effondrement est à la fois une tragédie et une opportunité. Pour ceux qui ne sont pas préparés, c'est la ruine. Mais pour ceux qui disposent de résilience, de liquidité ou d'actifs solides, c'est le moment d'accumuler de la richesse pour une fraction de sa valeur. Après la peste noire, des paysans sont devenus propriétaires, car il y avait trop de terres et plus assez de bras pour les travailler. Après 2008, ceux qui avaient du cash ont acheté des biens immobiliers, tandis que des millions de foyers étaient saisis. L'histoire nous enseigne que la protection ne se limite pas à la préservation. Il s'agit aussi de se positionner pour récupérer ce que d'autres, sous la contrainte, sont forcés d'abandonner. Mais la richesse ne se résume pas à la possession. Elle réside aussi dans la capacité à agir. Les survivants de l'histoire ne sont pas seulement ceux qui détenaient de l'or ou des terres. Ils étaient ceux qui pouvaient générer de la valeur là où d'autres en étaient incapables. Le boulanger qui pouvait encore fournir du pain, l'artisan qui pouvait réparer les outils, le fermier qui pouvait nourrir sa communauté, le négociant qui pouvait faire transiter des marchandises à travers les frontières. Voilà ceux qui n'ont pas seulement survécu aux effondrements, mais y ont prospéré. Dans chaque crise, la monnaie perd son sens, mais l'utilité, jamais. Les gens ont toujours besoin de se nourrir, de se loger, d'échanger, de vivre. Et ceux qui peuvent répondre à ces besoins ne restent jamais dans le dénuement très longtemps. Voilà la protection la plus essentielle. Non pas une foi aveugle dans les institutions, ni l'espoir que les gouvernements ou les banques vous sauveront, mais l'alliance d'actifs concrets de compétences pratiques et la conscience que les illusions finissent toujours par s'effondrer. Chaque crise est un transfert. De la multitude qui a fait confiance vers la poignée qui s'est préparée. Des promesses sur papier vers les valeurs tangibles. Des épargnants passifs vers les bâtisseurs actifs. L'histoire a maintes fois validé ce schéma. La question n'est donc pas de savoir si tout s'écroulera, c'est une constante. La question est de savoir si vous ferez partie de ceux qui se retrouvent avec des promesses ou de ceux qui détiennent quelque chose de réel. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais si vous choisissez de l'ignorer, elle vous rattrapera malgré tout. Si cette réflexion a modifié votre perspective, abonnez-vous.
L'histoire détient les réponses. Mon rôle est de vous indiquer où les chercher.